Et si la vraie guerre ne se jouait pas sur le champ de bataille, mais dans l'ombre des ports et des navires? Cette question dérangeante révèle un pan entier du conflit entre l'Ukraine et la Russie, soigneusement ignoré par la majorité des médias occidentaux, la guerre des flottes de l'ombre et des réseaux clandestins d'énergie. Derrière les titres officiels sur les combats terrestres, un autre affrontement fait rage. Odessa, le plus grand port du sud ukrainien, a vu des dizaines de navires détruits en quelques nuits récentes, un tournant brutal, lourd de conséquences. Ce n'est pas une simple bataille navale, c'est le signe que les règles tacites de la guerre ont été brisées, que les tabous ne tiennent plus. Ce qui choque, c'est que l'Ukraine a franchi une ligne que même ses propres responsables refusèrent d'imaginer il y a peu. Pour la première fois, des navires civils sous pavillon étranger, turcs, panaméens ou même roumains, sont devenus des cibles. Cette décision marque le passage d'une guerre des gentlemen à une escalade incontrôlée où la survie impose ses propres lois. Derrière ces attaques, un enjeu vital, la logistique énergétique clandestine opérant dans l'ombre. Les générateurs, le carburant, les équipements stratégiques transitent par des navires anonymes qui alimentent les infrastructures essentielles d'Odessa et d'autres villes assiégées, échappant ainsi à la surveillance officielle. Mais cette filière est désormais traquée, incendiée, neutralisée. Le résultat, un engrenage de représailles sans précédent. Pour chaque navire touché, la riposte s'intensifie. La destruction méthodique de la flotte de l'ombre ukrainienne condamne chaque jour davantage la capacité du pays à résister, tout en menaçant l'équilibre énergétique de l'Europe entière. Ignorer cette guerre invisible, c'est fermer les yeux sur ce qui pourrait sceller le destin de la région. Pour comprendre comment cette tempête silencieuse a commencé, il faut remonter à la genèse de cette guerre cachée et à la manière dont les premiers sauts tabous ont volé en éclats. Décembre 2025, le sud de l'Ukraine plonge dans le chaos. Mais comment tout cela a-t-il commencé? Pour comprendre le choc de cette nuit, il faut revenir sur l'enchaînement d'événements qui a mené à la guerre des flottes de l'ombre en mer Noire. La nuit du 13 décembre 2025, un véritable enfer s'abat sur Odessa, Nikolaïev et Kherson. Plus de 40 cibles sont détruites en quelques heures seulement, ports dévastés, infrastructures portuaires et énergétiques anéanties, navires coulés, grues paralysées et stations de navigation mises hors service. La région s'enfonce dans un blackout total. Plus de lumière, plus d'eau, plus de chauffage. Les files d'attente s'allongent devant les fontaines publiques. La population tremble dans le froid, les villes meurent à petit feu. Cette destruction n'est pas le fruit du hasard. Elle répond à une menace explicite de Vladimir Poutine. Le 2 décembre, il promet d'isoler l'Ukraine de toute la mer Noire si les attaques sur ses tankers continuaient. Moins de 2 semaines plus tard, sa parole se concrétise dans une offensive massive qui vise à couper le souffle logistique du pays. Derrière ces décombres, c'est l'équilibre de la guerre qui bascule. La Russie frappe là où cela fait le plus mal, pour étouffer toute résistance ukrainienne. Pourtant, il n'en a pas toujours été ainsi. Revenons en août 2023. L'Ukraine, alors en pleine contre-offensive, s'efforce encore de respecter les règles tacites de la guerre navale. À cette époque, Kiev refuse d'attaquer des navires civils et tient à distinguer rigoureusement les cibles militaires des bâtiments neutres ou commerciaux. Le témoignage d'Alexandre Koubrakov, ancien vice-premier ministre, illustre cette retenue. Contacté par les services de renseignement ukrainiens au sujet d'un tanker suspect dans les eaux proches de Novorossiysk, il s'enquiert du pavillon du navire. Apprenant qu'il bat un autre drapeau que celui de la Russie, il refuse l'attaque, arguant « Ce n'est pas notre cible. Ce serait du piratage. Nous ne touchons pas aux bateaux civils, surtout sous un drapeau étranger. » Ainsi, malgré la tentation, l'Ukraine s'impose alors des limites tant strictes, afin de ne pas franchir la ligne rouge du droit international. Mais pourquoi ce rappel du passé? Parce que s'ignorer cette évolution, c'est ne pas saisir la gravité de la rupture survenue en décembre 2025. En changeant de doctrine et en ciblant des navires civils ou des infrastructures portuaires, l'Ukraine prend un risque immense, celui de perdre la confiance de ses alliés, de ternir sa réputation internationale et de précipiter l'effondrement de sa logistique énergétique déjà vacillante. C'est tout l'avenir du pays qui se joue dans cette bascule. Mais 16 mois plus tard, tout bascule. Qu'est-ce qui a poussé l'Ukraine à briser ses propres règles? Pour répondre à cette question, il faut plonger dans les coulisses de la guerre secrète qui s'est engagée dès le moment où Kiev a décidé de frapper là où personne ne s'y attendait. Découvrons ensemble comment la stratégie désespérée de l'Ukraine a ouvert une ère de représailles sans précédent en mer Noire. Quand le désespoir s'invite au cœur des décisions militaires, les règles sautent et tout s'embrase.
C'est exactement ce qui s'est passé sur le front ukrainien, alors que l'armée recule, que des villes entières tombent et que le président Zelensky, épuisé, tente de masquer la panique. Au fil des semaines, les lignes s'effondrent. Pokrovsk tombe, Gouliaï-Polier encerclé, Kupiansk repris par la Russie. Le pouvoir ukrainien vacille, sa stratégie s'effiloche sous le poids d'une avancée méthodique de Moscou. Face à une défaite qui semble inéluctable, Kiev prend une décision radicale, frapper où cela faisait jadis figure de tabou absolu. Pour la première fois, l'Ukraine lance des attaques de drones maritimes contre des tankers russes, même lorsqu'ils battent un pavillon d'autres pays. Cette escalade franchit une ligne rouge, le ciblage de navires civils sous bannière étrangère. Ce que les responsables ukrainiens refusaient, au nom du droit international, devient désormais une option stratégique, dictée par l'urgence et le manque d'alternatives. Les flottes de l'ombre s'affrontent dans une guerre sans visage, où la logistique énergétique et les routes maritimes deviennent des cibles prioritaires. La réaction russe ne se fait pas attendre. Moscou avait prévenu, chaque attaque sur ces tankers entraînerait des représailles contre tout navire suspecté d'aider l'Ukraine. Le signal est donné lorsque la Russie frappe le navire turc Cenk Tora, amarré à Odessa. Officiellement, il s'agit d'un roulier transportant des marchandises civiles à destination de la Roumanie. En réalité, il joue un rôle clé dans la survie énergétique clandestine de la ville. Le Cenk Tora n'est pas un cargo ordinaire. Il transporte des centaines de générateurs entassés à bord, essentiels pour alimenter les quartiers des privés d'électricité officiels. Après des nuits de bombardements russes, Odessa survit grâce à cette énergie fantôme déployée dans l'ombre. Mais la frappe russe est méticuleusement planifiée. Au moment où le navire commence à être déchargé, un drone armé percute la coque. L'explosion est dévastatrice. Un incendie gigantesque éclate à bord. Les générateurs chargés de carburant explosent à leur tour, transformant le port en brasier. Le Cenk Tora devient la torche qui éclaire l'envers du décor. La dépendance d'Odessa à ses réseaux clandestins, rendue nécessaire par l'effondrement de l'infrastructure officielle. En quelques heures, la destruction du navire expose au grand jour le réseau d'énergie parallèle qui maintenait la ville en vie. Les images de la catastrophe circulent, malgré la censure, révélant l'ampleur du désastre. Des quartiers entiers plongés dans le noir, la panique sur les quais et la peur d'un effondrement total de la logistique régionale. Pour des millions de personnes, c'est la survie même qui est menacée. Mais ce cycle de représailles ne fait que commencer. Chaque attaque engendre une riposte plus violente, accélérant la chute de toute l'infrastructure essentielle. La guerre des tabous cède la place à une guerre totale sur la logistique, où la moindre ressource devient cible et enjeu vital. Ce n'était pourtant qu'un prélude. Que s'est-il vraiment passé la nuit suivante, lorsque la Russie a décidé de frapper sans retenue ? La nuit qui suivit, Odessa et ses ports furent plongés dans l'apocalypse. Découvrons ensemble comment la Russie, libérée de toute contrainte, a déchaîné l'enfer sur l'infrastructure ukrainienne. 40 cibles détruites en une seule nuit. C'est la nuit où toute une région a basculé dans l'obscurité totale. La guerre d'usure atteint ici un niveau jamais vu, avec des attaques massives et coordonnées par drones et missiles qui s'abattant sur les ports, les stations de navigation, les grues et les terminaux. La gestion portuaire, véritable cœur de la logistique, est anéantie en quelques heures, un coup fatal à l'économie ukrainienne. L'effet domino est immédiat. Un blackout complet engloutit Odessa, tandis que Nikolaïev, Kherson et Dnipropetrovsk subissent des coupures d'électricité à grande échelle. Plus de lumière, plus d'eau courante, plus de chauffage, la population s'entasse devant les rares points d'eau potable, attendant des heures dans le froid. Les rues, d'habitude animées par la circulation des camions et la cadence des grues, deviennent silencieuses et glacées. Toute la chaîne logistique se retrouve paralysée. Les flux d'armes et d'aide humanitaire, si vitaux pour la résistance ukrainienne, sont stoppés net. Les ports, poumons économiques du Sud, deviennent inopérants, réduits à l'état de carcasses fumantes. Le ravitaillement en carburant, les importations de générateurs, la distribution alimentaire, tout s'effondre en cascade. Ce chaos n'impacte pas seulement l'Ukraine. La sécurité alimentaire de l'Europe elle-même est menacée, car les exportations ukrainiennes de blé et de maïs s'écroulent. Les marchés énergétiques sont déstabilisés, amplifiant la crise à l'échelle du continent. Même l'aide internationale ne parvient plus à franchir les frontières d'un pays devenu quasiment inaccessible par voie maritime. Ignorer l'ampleur de ce chaos, c'est sous-estimer la gravité humanitaire et géopolitique d'une telle paralysie. Derrière chaque infrastructure détruite, ce sont des milliers de vies suspendues à la survie, des millions d'Européens exposés à une insécurité nouvelle. Mais une question brûle toutes les lèvres. Pourquoi l'Ukraine a-t-elle choisi cette voie extrême, rompant avec ses propres tabous ?
Pour comprendre, il faut plonger dans la métaphore du boxeur groggy et décrypter la logique stratégique qui se cache derrière ce choix radical. Entrons dans la psychologie du désespoir, analyse de la métaphore du boxeur et décryptage des choix stratégiques ukrainiens face à l'effondrement. Quand toute issue paraît bloquée, quelle stratégie reste de possible face à l'effondrement? L'Ukraine a fait le choix de l'escalade, cherchant à démontrer sa combativité à ses alliés occidentaux. Mais cette stratégie s'est révélée dévastatrice. Chaque coup porté en retour a entamé un peu plus ses capacités, jusqu'à menacer sa survie même. C'est la métaphore du boxeur groggy. Chaque nouvelle attaque, chaque défi lancé, rapproche le moment où il ne pourra plus se relever. Un pays épuisé, qui sacrifie ses dernières forces dans l'espoir de provoquer un retournement, risque surtout de précipiter sa propre chute. Aujourd'hui, les routes terrestres et aériennes pour acheminer l'aide occidentale sont de plus en plus limitées. Elles sont surveillées, ciblées ou coupées par la Russie, ce qui réduit drastiquement les options logistiques. Quant aux ports, ils risquent de devenir des zones mortes. Les assureurs refusent de couvrir les navires, les équipages hésitent à entrer dans des eaux trop dangereuses. Peu à peu, la vie maritime s'éteint, et avec elle l'espoir de ravitailler les villes assiégées. Dans une telle impasse, respecter certaines limites, même quand tout semble perdu, devient crucial. Car céder à la tentation de l'escalade absolue, frapper n'importe quelle cible sans distinction, peut détruire non seulement la logistique, mais aussi toute crédibilité diplomatique et tout avenir de reconstruction. Si l'on ne tire pas les leçons de ce cycle, tout État menacé pourrait être tenté par l'escalade suicidaire. Le risque alors n'est plus seulement militaire, c'est la disparition même de ce qui permet de survivre demain, d'être soutenu ou de négocier. Alors, face à cette impasse, une question cruciale se pose: existe-t-il une alternative à l'escalade et à la fuite en avant? Quelle stratégie pourrait en permettre de préserver l'essentiel et d'éviter le pire? Faut-il répondre à la violence par la violence, ou le vrai courage consiste-t-il à savoir s'arrêter? Après cette spirale d'escalade, une question brûle. Où fixer la limite quand chaque riposte entraîne une nouvelle tragédie? Dans la guerre maritime entre l'Ukraine et la Russie, la rupture des interdits a déclenché un engrenage dont personne ne maîtrise l'issue. La décision d'attaquer des navires civils, autrefois impensable, a ouvert la porte à des représailles sans précédent. Aujourd'hui, la logistique, l'énergie et la réputation d'un pays entier peuvent s'effondrer du jour au lendemain, sur l'autel de la survie et du désespoir. Tout cela pour gagner du temps, maintenir un accès à la mer ou simplement faire payer l'ennemi. Mais à quel prix? Chaque générateur détruit, chaque port plongé dans l'obscurité, ce sont des millions de vies bouleversées, des familles prises au piège dans le froid et la peur. L'avenir d'une nation ne tient parfois qu'à une seule décision. Un ordre donné dans l'urgence, une attaque de trop, et c'est tout l'équilibre stratégique, toute crédibilité internationale qui bascule. La frontière entre force et folie s'estompe, laissant place à la terre brûlée. Dans cette guerre des flottes de l'ombre, le coût n'est pas seulement matériel, c'est aussi celui de la confiance perdue, des règles internationales piétinées. Quand tout devient cible, plus rien n'est sacré. L'histoire jugera-t-elle les choix extrêmes comme de l'héroïsme ou comme une marche vers l'abîme? Alors dites-nous, faut-il continuer à répondre coup pour coup, quitte à tout perdre? Ou le plus grand courage consiste-t-il à s'arrêter avant l'irréparable? Le débat est ouvert dans les commentaires.